On poursuit la conf avec le CETIM. 15 minutes pour apporter des éclairages complémentaires à ce qui a été dit avant dans une table ronde. Industrie peut rimer avec relocalisation et souveraineté. Et pour s'en convaincre, moi je vous propose de voir ça avec 3 exemples concrets, 3 industriels qui œuvrent au quotidien pour la relocalisation et la souveraineté de la France dans certains domaines. Nos invités, Tatiana Ricard, responsable Vicerie de l'Uni. Bonjour. Bonjour. Anne-Sophie Panzeri, dirigeante de Maviflex. Bonjour. Bonjour. Et Daniel Asselin, PDG de AQLE. Bonjour. Tatiana Ricard, on commence avec vous. Parmi les produits qui sont proposés par l'Uni, votre entreprise, il y a ma boîte à histoire. Qu'est-ce que c'est ? Alors la fabrique à histoire, c'est un boîtier qui permet de raconter une histoire de manière interactive. Donc c'est pour les enfants et l'enfant va pouvoir choisir 3 items, donc un héros, un lieu et un objet. Et le boîtier va lui raconter son histoire. C'est le boîtier qu'on voit devant vous. Exactement. Ce produit, il est made in France. Oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, il était construit ailleurs. Effectivement, donc au lancement de l'Uni en 2016, on a cherché à produire en France. Le problème, c'est que d'un point de vue coût, pour le lancement d'un produit tel que celui-là, où on n'a pas encore de marché, ça n'a pas été possible. Donc on s'est tourné vers la Chine en se promettant que dès qu'on le pourrait, dès qu'on aurait les volumes nécessaires, on reviendrait en France. Et aujourd'hui, c'est chose faite depuis juillet 2020. Et alors comment ça s'est passé ? C'était compliqué Alors effectivement, le projet a commencé dès 2018, donc ça a été un projet qui a duré 2 ans, qui a coûté plus d'1 million d'euros au total pour pouvoir lancer la ligne. On a contacté beaucoup de fournisseurs en France mais aussi en Europe et finalement on a pu retenir un fabricant français, donc on est super content, d'autant plus que c'est pertinent puisque 80% de notre marché aujourd'hui est en France. A priori, ça peut être dupliqué ailleurs, hein. Enfin, ça peut parler une autre langue. Ça peut effectivement parler d'autres langues. Le produit, c'est exactement le même que celui qui était fabriqué en Chine, où il a été modifié ? Absolument pas. Il y a eu un très très gros travail de redesign pour pouvoir industrialiser en France. Par exemple, en Chine, on avait 2 PCB, 16 vis. En France, on n'a plus qu'un PCB et seulement 4 vis. Tout le produit est monté en sandwich pour permettre le moins d'opérations humaines possible et ainsi le rendre abordable avec une fabrication française. Voilà, c'était baisser le coût de manœuvre finalement dans le Aussi, coût oui. du produit. Et la matière également. Le produit est plus léger que la version chinoise. Ça, vous l'avez fait en interne, vous l'avez fait avec des partenaires, cette reconception ? On s'est entouré de beaucoup de partenaires et des bureaux d'études français notamment. Et en termes de capacité de production, là, on est au top, enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Il y a des améliorations possibles. Aujourd'hui, on est vraiment satisfait de la qualité et des partenaires qu'on a trouvés en France. Mais clairement, il y a encore des choses à explorer. Notamment, nos enjeux, là, ils vont être au niveau de l'injection plastique, par exemple. Donc, il y a plusieurs pistes à explorer. On voit la fabrication additive. On voit plein de choses qui peuvent aider sur ces sujets-là. Voilà, ça peut encore évoluer. Ça, ouais. En tout cas, l'idée, c'est de faire en France. C'est de fabriquer en France. Le maximum. Un bon produit français fait en France. Anne-Sophie Panzeri, vous êtes dirigeante de Maviflex. Vous êtes spécialisée dans les portes souples. Et vous aussi, enfin, vous avez délocalisé, si je puis dire, une production en Asie et puis vous faites le chemin inverse. Quels étaient vos moteurs à l'aller et au retour ? Alors, je ne parlerai pas de délocalisation dans le chemin premier, parce que c'était l'objectif d'attaquer des marchés en Asie et d'être à proximité de mon réseau de distribution. C'était justement de localiser finalement la prod. Exactement. Et la différence aussi, c'est qu'on envoyait par container tous les composants de la fabrication pour un contrôle qualité finalement des pièces électriques et on produisait sur place toutes les pièces à longueur puisque une porte souple est aux dimensions d'un bâtiment, il n'y a pas de standard. Donc ça a été la première démarche et l'objectif de cette proximité, c'était un objectif de délai. Parce que le délai moyen de fabrication de ce type de produit est livré en 4 à 5 semaines et que nous, avec le temps de transport pour embarquer une porte, et vous imaginez le coût aussi du transport d'une porte, parce que le poids moyen c'est 200 kg et donc on arrivait à des 30% de coûts de transport sur les coûts de fabrication et des délais qui étaient plutôt à 10 semaines. Et donc nous, on avait face à nous des fabricants, notamment américains, qui avaient des délais beaucoup plus courts et donc qui nous empêchaient finalement d'avoir une success story de développement sur l'Asie.
sachant qu'on n'avait pas d'enjeu vraiment financier, parce que la main-d'œuvre ne représente pas beaucoup dans notre process de fabrication et que c'était vraiment finalement d'être à proximité pour ces enjeux de délai. Pourquoi aujourd'hui on a pris la décision de fermer cette unité ? D'abord pour des soucis de qualité d'assemblage, parce qu'on a beaucoup de clients en Asie qui sont des grands groupes européens qui se sont, eux, pour le coup, délocalisés dans leur process. Et on a été face à des difficultés finalement de contrôle qualité de l'assemblage des équipes de production sur place. On est une PME, donc le coût des allers-retours pour aller au Vietnam ne sont pas toujours bien analysés au démarrage d'un business plan de développement et que finalement on constatait que la rentabilité et l'intérêt étaient de moins en moins présents. Et donc là-dessus est arrivé aussi cet enjeu Covid qui a nui à cette relation et ces voyages qu'on vit encore un peu aujourd'hui. Et enfin, on a la chance, nous, d'être dans une activité en forte croissance et avec, pour moi, un très gros enjeu d'investissement industriel à faire, mais pour faire face à notre croissance en Europe et dans le monde. Et là, pour le coup, sur le site de Dessines, puisque je tenais absolument à rester là où on est. Et dès lors que vous avez, nous, on est sur un train d'investissement de l'ordre de 7 à 9 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Et donc, vous pensez bien qu'il faut faire tourner ces machines. Et donc, là, pour le coup, c'est l'enjeu de la rentabilité de l'investissement et donc tout l'intérêt de remettre la production qu'on avait là-bas sur un outil dont on va maîtriser aussi complètement la qualité et le développement. Donc, voilà les deux visions, en fait, de pourquoi on est parti et pourquoi aujourd'hui on a cet objectif de réintégrer. Vous êtes parti pour développer vos marchés et puis vous revenez parce que vous développez vos marchés. Exactement. Et cet enjeu en fait de s'industrialiser de plus en plus, de se robotiser, si on peut le dire comme ça, dans notre univers, parce qu'il y a encore beaucoup d'assemblage manuel, il est tellement fort pour avoir une compétitivité mondiale qu'il faut aussi se concentrer sur des lieux de production de haut niveau. Et le fait d'être ici dans notre région, on a aussi un intérêt de connaissance, de sous-traitance et d'un écosystème autour de nous qui est aussi absolument majeur dans la stratégie. Ouais. Tatiana Ricard nous parlait de problèmes de qualité quand il est fabriqué en Asie. Vous, ce n'était pas le cas, parce qu'en fait, la qualité, vous la maîtrisiez déjà en amont sur les composants. On maîtrisait la qualité des composants puisqu'on les envoyait d'ici. Donc là, on avait ça. Mais derrière, il y a tout un travail d'assemblage du produit final avant l'installation sur un site. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Et le temps finalement, du travail en Asie, on n'est pas sur les mêmes organisations, sur les mêmes productivités. Et ça aussi, on a appris par l'expérience des choses qu'on ne connaissait pas vraiment quand on est arrivé sur les sites du Vietnam. Aujourd'hui, nous, les enjeux qui restent sur cet investissement et cette nouvelle organisation, c'est d'abord de se mettre en capacité de doubler notre production, donc un enjeu fort. Et c'est d'être le mieux possible accompagné par les régions, les subventions et les aides qu'on peut avoir. Et là, c'est encore, même s'il y a un travail énorme, magnifique, parfois, nous, les PME, on a un peu du mal à avoir accès à ces aides et à ces financements. Donc, c'est encore peut-être le point sur lequel il faut être vigilant pour que l'argent public se répartisse de façon un peu égalitaire, on va dire, entre nos TPE, nos PME, nos ETI et les grands groupes sur un territoire, parce que l'écosystème, c'est tous ensemble qu'on va y arriver et il ne faut pas minimiser le rôle des TPE et des PME dans l'industrie en France. Mais le Premier ministre semble vous avoir entendu, parce que en fait, il a promis de la simplification dans l'accès justement à tous ces outils, à tous ces dispositifs. On espère que ça va fonctionner. Damien Asselin, pardon. On ne va pas parler relocalisation, même si on pourrait, parce que c'est aussi un point qui vous tient à cœur, mais plutôt souveraineté, et notamment avec un produit un peu emblématique qu'on a connu en pleine période Covid, qui était un pousse-seringue made in France. C'est quoi l'histoire de ce pousse-seringue ? Alors, l'histoire de ce pousse-seringue, c'est d'abord du réseau. En fait, dans le syndicat des sous-traitants électroniques où je suis vice-président, on avait déjà partagé l'idée de produire des produits sur le territoire et de les industrialiser beaucoup plus vite
qu'en s'appuyant sur des productions à l'étranger. Et Ok, au moment où l'État en fait a fait des appels à projets pour aider les hôpitaux dans la période Covid, on a manqué de matériel, dont les pousse-seringues. Et on a été contacté par le CETIM et par d'autres projets, dont un collectif qui s'appelle Electrolab, pour essayer de répondre, puisqu'on ne fabriquait plus en France de pousse-seringues et il y avait une pénurie de ce matériel. Et en fait, l'histoire, c'est un appel, une mise en réseau. On a complètement décloisonné l'ensemble du réseau de sous-traitance, plasturgie, mécanique, électronique. L'État était très à l'écoute en fait de ce décloisonnement-là. Le CETIM s'est inclus dans le projet avec Electrolab. En fait, on a tout de suite cherché à aller très vite. Et la conclusion, c'est au bout d'un mois et demi, on avait un pousse-seringue qui était capable de répondre à toutes les exigences, je dirais, techniques pour délivrer le produit aux patients. Donc on a fait des maquettes qui étaient fonctionnelles. Et l'issue du projet, pour aller au bout de l'histoire, c'est une entreprise française, la Comex, qui fait des caissons hyperbaries, qui cherchait un pousse-seringue made in France et qui a été lauréate de France Relance pour produire finalement ce produit qui a été développé par un collectif sur le territoire français. Ça veut dire que ça va démarrer là, hein. Voilà, donc en fait les pièces vont sortir, les premières pièces, d'ici fin d'année. Un pousse-seringue, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait quoi? Alors ça injecte en fait du produit dans les patients. Donc sur le Covid, je crois qu'il y avait jusqu'à 5 appareils simultanés, donc on a surconsommé ce type d'appareillage médical. Il y avait beaucoup de seringues à pousser. Exactement. Cette idée donc de retour vers de la souveraineté sur certains produits et puis même la relocalisation, c'est quelque chose que vous connaissez bien, hein. C'est de l'actualité pour vous dans votre profession. Alors tout à fait, sur l'électronique, c'est vraiment un sujet d'actualité. Alors relocalisation, je dirais relocalisation de la valeur ajoutée. C'est ce terme-là qu'il faut utiliser parce qu'en fait, un produit qui est parti, ça reste quand même compliqué à rapatrier. Et je pense qu'en effet, on a entendu plein d'exemples avant que je vous parle sur la manière dont on peut produire de manière très productive en France et sur le fait que les nouveaux projets doivent absolument être relocalisés. Notre Premier ministre au CNI lundi a réappuyé avec l'ensemble des intervenants sur l'idée qu'il fallait que les donneurs d'ordre aillent vers les petits sous-traitants, les TPE, les PME, parce qu'en fait on est vraiment équipé de moyens de production très modernes et on peut faire une belle productivité. Moi j'en suis le parfait exemple. On a des clients qui rapatrient des productions en France et on arrive à aller vers des mécaniciens, des plasturgistes. Et en partageant uniquement l'objet de la compétitivité nationale, on arrive à s'approcher à des tarifs et des prix de revient qui étaient pratiqués sur l'Asie, très clairement. Voilà. Donc on a vraiment la possibilité d'être ambitieux sur une relocalisation sur le territoire. Et les dispositifs, ils existent, hein, quand même. Exactement. Alors c'est vrai qu'il faut continuer. Ce que disait Nicolas Dufour qui est lundi de BPI, c'est que inverser la tendance, c'est 15 ans. C'est le temps qui a été nécessaire, je dirais, à ce que ça parte. Donc pour relocaliser cette valeur ajoutée, il faut absolument que tous ces projets soient dans la durée, avec les accompagnements de l'État, certes, mais aussi avec, je dirais, les gens qui font que le territoire industriel existe, c'est-à-dire les donneurs d'ordre français, pour justement continuer à tirer les entreprises vers le haut, vers la haute technologie et la productivité. J'ai une question pour vous trois. Alors, il n'y en a qu'un seul qui va répondre, à mon avis, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais si on avait un conseil à donner à un industriel qui veut relocaliser ou qui veut localiser sa prod en France plutôt qu'ailleurs, sur quoi il faut se focaliser? Pour moi, ce serait s'entourer de vrais partenaires. Ça paraît bateau, mais en fait, c'est un sujet tellement gros qu'il faut avoir des gens qui ont vraiment de la bonne volonté, où c'est pas uniquement une question de combien ça va coûter, etc., mais un travail vraiment main dans la main. Nous, tous nos partenaires, on a des relations comme ça, et c'est ce qui fait que la relocalisation a été un succès, pour nous en tout cas. Pour nous aussi, PME, on a besoin d'aide autour de nous, hein, parce qu'on grandit en marchant. Donc les chambres de commerce, la région, nos branches professionnelles aussi sont des soutiens. Il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement qui sont absolument indispensables et qu'il faut aller chercher pour se faire bien accompagner. Yeah. Damien Asselin vous dira la même chose, j'imagine. Complètement d'accord. Il faut décloisonner l'ensemble de l'écosystème. On parle de sérendipité. Je pense qu'il faut parler de sérendipité du travail collaboratif. On va inventer de belles choses. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a des entreprises, des industriels qui sont motivés, qui veulent le faire. Maintenant, il faut que tout le monde se mobilise. On mobilise carrément des écosystèmes pour arriver à produire en France et produire du beau produit en France. Merci à vous trois. Merci beaucoup.